Identifier avec précision les populations à risque concernant les radiations ionisantes. Les populations à risque sont en premier lieu bien évidemment les enfants, ainsi que l'enfant chez la femme enceinte, c'est-à-dire l'embryon. Nous rajouterons à ces populations à risque les personnes déjà irradiées, car il y a un risque de cumul de doses, ainsi que les personnes obèses. Il y a effectivement augmentation des paramètres des constantes, ainsi qu'une augmentation de la dose d'entrée en raison du raccourcissement de la distance tube-peau du patient. L'enfant n'est pas un adulte en petit. Il ne suffit pas de réduire ses constantes en rapport avec le volume irradié. Car, d'une part, l'enfant est en pleine croissance, ce qui augmente les risques d'effets aléatoires. D'autre part, sachant que le temps de latence d'un cancer est d'environ 15 ans, et que dans 15 ans, le taux de survie d'un enfant est quasi total, s'il y a un effet aléatoire transmis, alors ce cancer se révélera. Malgré tout, l'augmentation de ce risque aléatoire est faible. En effet, ce risque supplémentaire d'effet aléatoire pour les enfants est évalué à 0,6% pour 100 millisieverts de dose reçue. À ce jour, les enfants, en France, reçoivent 0,135 millisieverts par an. Pour encore diminuer ce risque d'effet aléatoire chez les enfants, il faut bien évidemment justifier l'examen plus. Il faut optimiser au volume de l'enfant et il faut se mettre en condition de ne pas refaire de cliché. Un cliché raté étant une irradiation en trop. Il faut donc prendre le temps de mise en confiance, de travailler dans un environnement adapté, d'utiliser l'aide des parents, d'avoir une communication adaptée et si besoin, faire réaliser une sédation. Régler ces paramètres, notamment en diminuant les masses et en ne multipliant pas les clichés. Mettre sous sédation, selon les recommandations de l'ASN, cela peut consister à déjà utiliser l'EMLA pour éviter la douleur de la ponction et donc mettre en confiance. Et si nécessaire, pour calmer l'enfant, on peut utiliser les sédations, par exemple, via le méopa. En conclusion, concernant les enfants et les radiations ionisantes, il ne viendrait à l'idée de personne de proposer une cigarette à un enfant en salle d'attente ou de lui proposer un verre d'alcool. Et de la même façon, il ne faut pas faire de rayonnement ionisant s'il n'y a pas de justification médicale, car les rayonnements ionisants sont cancérigènes. Cas de la femme enceinte et notamment l'irradiation chez l'embryon ou chez le fœtus. Il peut y avoir une augmentation aux effets stochastiques, ils sont très faibles, nous venons de le voir. Il peut également, à partir d'une certaine dose, apparaître des effets déterministes. D'un point de vue réglementaire, Code de la santé publique, il est demandé une attention toute particulière aux femmes enceintes et notamment la vérification d'une grossesse doit commencer par le médecin demandeur, doit se poursuivre par le médecin réalisateur et bien évidemment c'est le manipulateur au moment de l'examen qui doit finaliser cette vérification. En cas d'irradiation d'une femme enceinte, l'on parle ici de l'irradiation directe du fœtus ou de l'embryon, donc des clichés sur l'abdomen ou sur le pelvis. Il faudra faire une déclaration d'événements significatifs dans le domaine de la radioprotection auprès de l'ASN. Éventuellement, il faudra engager une dosimétrie pour évaluer les risques. Quelle attitude avoir face à une femme enceinte et notamment l'irradiation directe de l'embryon ou du fœtus? Bien évidemment, la justification en premier et tout ce qui pourra être reporté après la grossesse le sera. Il s'agit des pathologies non urgentes. En deuxième, l'optimisation, la meilleure bien évidemment. L'ajout d'un tablier pourra être fait, il sera principalement psychologique mais jamais négatif. Il faudra avant d'irradier faire une évaluation de la dose pour voir si cela est compatible avec le risque. Enfin, la limitation, elle existe ici, la limitation. Il va falloir tracer tous les examens, effectuer une dosimétrie et ne pas dépasser une certaine dose sous peine de devoir proposer un avortement thérapeutique. La justification, si c'est reportable, il faut reporter après la grossesse. Sinon, il faut travailler sur l'optimisation et la limitation. L'optimisation devra être la plus efficace possible et il faudra également faire une évaluation préalable de la dose
Pour cela, vous pouvez faire appel au physicien médical. Les clichés à risque, je vous le rappelle, concernent l'irradiation directe du fœtus ou de l'embryon. Donc une radio de thorax chez une femme enceinte ne pose pas de problème particulier, même s'il faut le tracer dans son dossier médical. La limitation de dose existe chez la femme enceinte, c'est la limitation au niveau de l'embryon. C'est un cas particulier de la radioprotection du patient. Il ne faudra pas dépasser une certaine dose sur l'ensemble de la grossesse. Ceci a pour but d'éviter l'apparition des effets déterministes, c'est-à-dire tout type de malformation. Pour cette limitation, il faut donc utiliser la dose au fœtus. Seul un physicien médical pourra exactement vous l'évaluer. Si le fœtus a pris moins de 100 millisieverts, il n'y a rien à faire. La grossesse se déroulera normalement sans aucune malformation. De 100 à 200 millisieverts, selon si la dose a été donnée en une fois ou selon la période à laquelle elle a été donnée, il y a une possibilité de proposition d'avortement thérapeutique. Si la dose fœtus est supérieure à 200 millisieverts, quel que soit son fractionnement, quelle que soit sa période, il y aura systématiquement une proposition d'avortement thérapeutique. Je rappelle que c'est la patiente, la maman, qui décidera cet avortement thérapeutique ou non. Mais à quoi correspond exactement cette dose de 100 millisieverts? De façon globale, il va falloir 15 à 20 clichés directement sur l'abdomen, sur le fœtus, pour obtenir cette dose de 100 millisieverts, ou 4 hélices abdominales en scanner. Nous avons donc largement le temps de vérifier si la femme est enceinte et d'arrêter tout examen si la justification médicale n'est pas absolue. Quelles sont les périodes à risque pour les effets déterministes? Je vais segmenter le temps de grossesse en 3 périodes avec un chiffre clé 9. De l'ovulation au 9e jour, c'est la loi du tout ou rien. Soit l'œuf ne survit pas à la moindre lésion provoquée par les rayons X, soit il ne se passe rien. C'est la loi du tout ou rien. De 9 jours à 9 semaines, c'est la période de l'embryogénèse. C'est le moment le plus crucial pour les risques vrais des effets déterministes. Les organes sont en cours de création, la genèse, les cellules sont très radiosensibles, c'est la période critique. De 9 semaines à 9 mois, les organes étant constitués, ils sont en croissance. Le risque devient plus faible, sauf pour le système neurologique, toujours en développement jusqu'à l'adolescence. Le risque est une baisse du quotient intellectuel de 10 points maximum. Enfin, pour conclure, je rappelle que la dose de 100 millisieverts à ne pas dépasser concerne toute la période de la grossesse et que des problèmes de santé nécessitant des scanners ou des radios sont parfois obligatoires chez la femme enceinte. Raison de plus pour éliminer les examens non urgents. La traçabilité, conformément à la réglementation, en inscrivant les doses sur le compte-rendu, est indispensable. En communication avec la femme enceinte, il faut rester très prudent et très confiant. 100 millisieverts, c'est une forte dose. Listez des actes présentant des expositions conséquentes. Ce chapitre vous permettra de rechercher dans votre service, dans votre travail quotidien, les situations les plus à risque. Quelles sont les technologies les plus irradiantes? Sur cette diapo, vous trouvez des camemberts. Les deux du haut représentent le nombre d'actes effectués en 2007 et en 2012, selon l'étude de l'exposition sur la population en radiation ionisante. Les deux du bas représentent la dose collective de chacune des technologies. En rouge, il s'agit de la radiologie dentaire, qui ne nous concerne pas. En bleu foncé, il s'agit de l'imagerie de projection. En vert, il s'agit du scanner. En bleu clair et violet, il s'agit de la radiologie interventionnelle et de la médecine nucléaire. Le scanner est la technologie la plus irradiante, avec un facteur multiplicateur de 6,85 entre les actes et la dose, puis suivent l'imagerie interventionnelle et la médecine nucléaire. Loin derrière se trouve la radiologie classique, avec un facteur multiplicateur de 0,32. D'autre part, l'on constate l'augmentation du nombre de scanners et surtout la chute des actes en imagerie conventionnelle entre 2007 et 2012. Scanner, imagerie interventionnelle et médecine nucléaire sont les technologies les plus irradiantes sur les patients. Les secteurs anatomiques les plus radiosensibles en imagerie de projection, bien sûr cela est en rapport avec le WT, le facteur tissulaire de chaque organe. Sans surprise,
Évidemment, c'est l'abdomen qui arrive en tête avec un facteur multiplicateur entre l'acte et la dose de 4,48. Suivent le bassin avec le facteur multiplicateur de 1,98. N'oublions pas les glandes mammaires, les seins avec un facteur multiplicateur de 0,84. Les membres supérieurs et inférieurs arrivent bien loin avec un facteur très faible. De la même façon, au scanner, nous retrouvons les secteurs anatomiques les plus radiosensibles que sont l'abdomen avec un facteur multiplicateur de 1,68, la tête et tronc surtout parce qu'il y a le tronc avec un facteur multiplicateur de 1,78, le rachis parce qu'il se trouve également dans le thorax et dans l'abdomen avec un facteur multiplicateur de 1,14. Par contre, tête et cou sont relativement peu radiosensibles. Je rappelle que les 5 organes les plus radiosensibles aux effets aléatoires, selon les WT de la CIPR 103, sont le poumon, les glandes mammaires, l'estomac, le côlon, le système hématopoïétique. Ce sont ces organes-là qu'il faut protéger de l'irradiation. Dans les études EXPRIT 2012 que vous avez en annexe, vous pourrez trouver les doses efficaces de chaque code CCAM et nous pouvons citer en imagerie de projection le TOGD qui a une dose efficace de 10,5 mSv, relativement important. Et en scanner, c'est le scanner des vaisseaux du foie pour l'étude de la vascularisation qui a une dose efficace de 22 mSv. En conclusion, pour bien cibler vos examens à risque pour pouvoir intervenir dessus et améliorer la radioprotection du patient, cherchez les populations à risque que vous avez dans votre service, les technologies à risque et les secteurs anatomiques que nous venons de voir. Nous allons rajouter à cela aussi la fréquence de réalisation dans votre service. Une petite dose multipliée par de nombreuses fois représente une dose efficace collective importante. Évidemment, si vous réalisez des scanners abdominaux chez des enfants, vous êtes sur la situation la plus à risque, mais chaque examen, chaque acte, même une radio de la main chez un adulte, demande une démarche à l'ARA aussi bas que raisonnablement possible et demande de retravailler tous les paramètres pour diminuer la dose à chaque cliché. Il vous reste donc à trouver 5 situations, les plus irradiantes ou les plus cocasses. Une situation avec une population à risque, une situation avec une fréquence de réalisation élevée, une situation vous apparaissant comme un problème en termes d'irradiation. Ces situations concrètes seront travaillées en groupe ensuite pendant la formation.